Bonjour à tous, voilà, je suis content parce qu'aujourd'hui je me suis aperçu que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos. Enfin, j'espère surtout que ça va vous aider à vous à travailler, parce que vous êtes les élèves, vous êtes là en système numérique, en première, en terminale, voire en seconde peut-être, hein, je ne sais pas s'il y a des secondes qui veulent regarder. Mais ça fait plaisir parce qu'au moins j'espère vous rendre service surtout. Et puis n'hésitez jamais à poser des questions. Sachez que chez moi, les questions ne sont pas idiotes, surtout pas en informatique, puisqu'on est là pour apprendre beaucoup de choses. Alors, n'hésitez jamais à laisser une question, je vous répondrai toujours. Ne vous inquiétez pas, même si je ne réponds pas tout de suite, ce qui est tout à fait normal, je peux vous répondre au minimum dans les 3 jours, enfin, plutôt maximum dans les 3 jours, une fois avoir posé votre question. N'hésitez surtout pas, je vous répondrai, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai toujours. Et si toutefois je n'ai pas la réponse, dans tous les cas, je vais chercher pour vous la réponse, parce que je suis comme ça, j'ai envie de vous aider, et j'espère que vous allez le prendre comme ça. Je suis là pour vous aider, pardon, je suis pas là pour vous embêter, j'espère, hein, j'espère surtout que ça peut vous aider. C'est pour ça que je me suis mis à faire des vidéos sur les cours en système numérique. Alors dans un premier temps, effectivement, j'attaque le risque, parce que en risque, tout ce qui est réseau informatique et système communicant. D'une, parce que je suis un professionnel dans ce domaine, hein, depuis quelques années, je travaille, enfin je dirais même pas mal d'années, je travaille dans ce domaine. Et puis je suis un peu comme vous, je suis un geek, hein, un petit peu, j'aime bien tout ce qui est technologie, j'aime bien tout ce qui est informatique, j'aime bien chercher, j'aime bien savoir pourquoi ou pourquoi ça ne fonctionne pas aussi. Voilà, j'aime l'informatique, donc tout simplement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo, donc c'est une première d'une longue série, je pense qu'il va y avoir à peu près 5 ou 6 vidéos différentes. Alors je vais travailler sur les serveurs, donc là aujourd'hui j'avais envie de montrer comment mettre en place une machine virtuelle sur VirtualBox. Je vais mettre un serveur 2008. Alors pourquoi 2008? Vous auriez pu me dire, ouais, il aurait pu mettre un 2020. Effectivement, nous sommes en 2020, il existe le 2019, hein, pas 2020, je me suis trompé. J'aurais pu vous montrer 2012, 2016. 2016, il y a 2 ou 3 versions différentes. Je crois qu'il y a Hyper-V avec. Ce sont des très bonnes machines, mais bon, sachez que le 2008 existe encore dans les entreprises. Et puis moi, ça me plaît le 2008, donc j'avais envie de vous montrer quelque chose de très simple. 2008 était simple. C'est une nouvelle génération par rapport à un ancien système de serveur qu'on avait avant. Celui-là est quand même plus intéressant. Donc, allez, sans plus attendre, on y va, parce que on va essayer de faire ça en 20 minutes, la vidéo. Je veux pas que ça traîne trop longtemps, je veux pas que ce soit trop long. Donc, on y va, c'est parti. Donc, j'ouvre dans un premier temps mon programme qui s'appelle VirtualBox. Alors, vous l'avez, hein, vous pouvez le télécharger sur Internet, c'est gratuit, c'est assez sympa. Alors, je vais pas vous faire une vidéo concernant la prise en main de VirtualBox. Il y a beaucoup de tutoriels à ce sujet. Je pense que vous arriverez à chercher et à trouver des solutions pour vous aider à l'installer et à l'utiliser correctement. Bon, allez, on y va, c'est parti. Donc une nouvelle machine 2008, donc on va l'appeler serveur, SRV. Alors en informatique, on écrit de cette manière-là. SRV 2008, serveur 2008. En dessous, il y a Windows, Microsoft. Nous allons chercher ici 2008. Il existe, il est quelque part par là. S'il n'est pas en bas, il est en haut, il est là, 64 bits parce que ma machine est en 64. Suivant. Ensuite, je vais choisir le nombre de RAM que je vais utiliser pour cette machine virtuelle. Alors, on va pas aller en prendre beaucoup, on va juste en prendre 1024, donc 1 giga. Je fais suivant. Là, je touche à rien, je fais créer. Je fais suivant, je fais suivant. Et là, ici, vous avez 25 gigas à droite. Il utilise 25 gigas sur mon disque dur. Il peut aller jusqu'à 2 Tera, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, 25, ça me suffit amplement. Je fais créer. Et j'arrête là parce que non, là il me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a déjà une machine 2008. Oui, j'avais déjà fait une machine 2008. Alors ça, c'est un problème qui peut vous arriver. Hein. Vous faites annuler, on reprend, on met serveur tout simplement. Hein, on fait comme ça. Serveur 2008. On trouve toujours une solution parce qu'il existe déjà ce serveur 2008 que j'avais créé auparavant. Je ne l'ai pas effacé. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment effacer les dossiers que j'ai supprimés. Et puis on va faire la même chose. Il n'y a aucun problème. Hein.
On peut faire plein de choses en informatique. Et puis on n'a pas peur de toucher à tout, on n'a pas peur d'avoir des erreurs. Allez, on continue. Créer, suivant, toujours pareil, hein, créer. Ah, vous voyez, il a créé. Ensuite, c'est pas fini. Je suis toujours au serveur 2008 éteint. Je vais dans configuration et là, je vais quand même configurer quelques petites informations à modifier sur le système, sur l'affichage ou sur le réseau. Donc sur le système, c'est juste au démarrage. Sur quel il va démarrer sur quoi? Sur une disquette, sur un optique, c'est-à-dire un DVD ou un CD-ROM, ou alors un disque dur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il démarre sur le disque dur. Donc je vais le mettre sur le disque dur, je le place en première position. J'enlève disquette parce qu'il va me gêner, puisqu'on n'a plus de disquette. Une disquette, il y a très longtemps qu'on l'a pas utilisée. Vous avez peut-être pas connu, je sais pas, peut-être. Il y a peut-être un ordinateur que vous avez à la maison qui a encore le lecteur de disquette. C'était une belle époque, c'était une époque lointaine. Donc j'enlève disquette, parce qu'on n'en a pas besoin. Affichage, on touche à rien, sauf si on a plusieurs écrans, mais là en l'occurrence on n'a qu'un seul écran, donc je peux en mettre 2, 3, mais vous avez vu, il n'en détecte aucun. Donc il m'a mis qu'il y avait une erreur, je regarde, il voit qu'il n'y a pas de deuxième écran, il y a juste un seul écran. Stockage, le stockage c'est là où il va stocker la machine, sur le contrôleur SATA, serveur 2008, ici, bon. Je vais pas vous le montrer aujourd'hui, ce serait trop long à expliquer. En tout cas, il se met ici, l'emplacement, c'est sur l'utilisateur Thierry, c'est là, d'ailleurs, c'est à cet endroit qu'il faut que j'aille enlever serveur 2008, voilà l'adresse, emplacement, mais j'en ai pas besoin, pour l'instant. Alors je fais sur son, j'enlève le son parce que sur un serveur, on n'écoute pas de musique sur un serveur, c'est fait pour travailler, c'est pas fait pour s'amuser. Il y a d'autres machines pour ça, il n'y a aucun problème. Donc j'enlève le son. Réseau, voilà, le réseau, ce qui est important, c'est de savoir sur quoi je me mets. Alors moi, personnellement, je me mets accès par pont. Alors pourquoi accès par pont? Parce que j'ai envie qu'il utilise mon réseau. Et comme je n'ai qu'une carte réseau disponible, enfin, j'en ai deux, mais j'en disposais d'une qui est le wireless, donc le Wi-Fi. J'ai une carte disponible sur ma machine réelle sur laquelle j'installe une machine virtuelle. Donc j'utilise ici sur la droite, j'utilise bien ma carte Wi-Fi. C'est pour ça que je me mets par pont. Ça me permettra d'aller utiliser cette carte Wi-Fi parce que en virtuel je n'ai pas de carte Wi-Fi bien sûr. Ensuite je vais sur avancer, j'enlève sur le mode promiscuité. Je me mets tout accepté, tout autorisé. Je touche à rien d'autre, je continue, là je n'ai rien sur port série, USB je n'ai rien, dossier partagé. Alors je vous montrerai dans une vidéo prochaine comment avoir des dossiers partagés, qu'est-ce que ça veut dire dossier partagé. Je peux vous le dire en 2 mots, ce sont des dossiers qui sont sur ma machine réelle, ma vraie machine, et j'ai envie de partager mes dossiers de cette machine à ma machine virtuelle. Ça me permettra de récupérer quelques informations intéressantes, notamment quand je vais créer un rôle important sur ce serveur, notamment l'Active Directory. Je vais peut-être aller chercher quelques informations dans mes dossiers que j'ai sur mon ordinateur. Donc voici la page, voilà. Donc sur ce dossier, je peux aller chercher. Donc je fais un dossier partagé et je peux de ma machine virtuelle aller chercher des informations sur ma machine réelle. Au même titre, je peux lui autoriser ici un USB, donc c'est-à-dire dès que je vais placer quelque chose dans l'USB, je peux l'avoir aussi sur la machine virtuelle. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est pas le but, mais c'est toujours intéressant de savoir à quoi servent tout ceci. Ensuite, j'appuie sur OK, j'ai plus rien à faire, à modifier, donc j'appuie sur OK. Voilà, donc j'ai créé ma machine, mais j'ai juste créé une machine virtuelle, je l'ai configurée. Maintenant, on va la démarrer, on va voir ce qu'il va nous dire. Allez, on y va. Démarrer. Bon, on va essayer d'aller un peu vite quand même. Je veux pas traîner non plus, il ne faut pas que ça dure 3 jours. Alors ici vide, parce qu'il faut que j'aille sélectionner une image ISO. Alors, pendant qu'il va chercher, donc je vais sur la petite fenêtre à droite. Je vais sur mon bureau. Enfin, sur mon bureau, sur mon ordinateur. Je vais sur mon disque dur. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Et oui, on travaille en informatique. On s'arrête jamais. Et j'ai ici un fichier ISO où j'ai plein de machines ISO. Alors comment je les ai récupérées ces machines ISO?
Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un hacker ni un cracker. Ce sont des machines qui nous sont mises à disposition par Windows, que l'on peut aller télécharger sur les sites de Microsoft. C'est gratuit, c'est mis à disposition, mais attention, ça n'a qu'une durée de 2 mois. Après, il vous faut acheter une licence. Bon, aujourd'hui, j'ai juste besoin de faire un test pour mettre en place par la suite une Active Directory et faire voir un DHCP avec. J'ai pas forcément besoin de l'utiliser plus de 2 mois, donc là, ça me suffit amplement de l'utiliser 2 mois. Et merci Microsoft, heureusement qu'ils sont là. Grâce à lui, on peut travailler sur des machines. C'est pas anodin, si on peut travailler sur ces machines, s'il met à disposition, c'est qu'on puisse par la suite acheter des licences. Mais bon, moi ça me dérange pas, c'est un très bel outil, Microsoft. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais monsieur, Linux c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, je l'admets, c'est gratuit Linux, mais, je dis bien mais, si vous voulez avoir une assistance, il faut payer. Ben oui, il faut payer, c'est pour ça que Microsoft fait payer ses licences. C'est parce qu'en même temps, vous avez une assistance. Le moindre souci, vous téléphonez à Microsoft, vous leur envoyez un mail, ils sont prêts à vous répondre, puisque vous avez payé une licence, et puis personnellement, je trouve que c'est bien. Sauf si on travaille à la maison, on n'a pas forcément besoin d'une licence, bien sûr. Mais si vous travaillez dans une entreprise, on a besoin d'avoir un soutien technique derrière. C'est important, et Microsoft est là pour ça. Bien sûr, sous Linux, tout n'est pas gratuit. Il existe des versions payantes, surtout quand on peut créer une Active Directory. Si j'ai l'occasion par la suite, mais ça, je peux pas le faire en première ni en terminale. C'est plus pour les BTS. Je le fais pas cette année, les cours en BTS. J'en ferai l'an prochain sûrement. Enfin, les tutoriels, mais pas cette année. Il y a tellement de choses à faire en première et en terminale qu'on va pas commencer à attaquer le BTS. On va rester dans le bac pro. Allez, donc on reprend. J'ai choisi donc mon serveur 2008 R2 x 64 bits. R2, petite précision, je crois personnellement que c'était un fan de R2D2, donc un fan de Star Wars qui a mis R2 derrière. Je crois qu'il y a juste une explication comme ça. J'en ai pas d'autres, mais je pense que c'est celle-là. Ensuite, on fait ouvrir. Donc ici, la fenêtre va être modifiée. Voilà. Vous avez votre serveur Windows 2008 qui apparaît. Vous avez 2,98 giga utilisé sur le disque dur, qui va être utilisé sur le disque dur. C'est une image ISO. Non, ça va pas être utilisé, excusez-moi. C'est simplement que l'image fait 2,98 giga. Ça va vite. Allez, je démarre. Pendant que je démarre la machine, donc là vous avez vu qu'il y avait en haut une petite fenêtre pour la capture, l'option de capture automatique. Vous pouvez l'éteindre, ça gêne rien. Vous pouvez l'enlever en appuyant sur la croix, ça gêne rien. Ça vous permet d'avoir une meilleure vue sur votre écran, qui est pas très très grand non plus. Il prend pas toute la place. Encore une fois, vous avez des tutoriels qui vous expliquent comment agrandir l'image de votre serveur. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, on peut l'éteindre. Ensuite, première image, donc ça c'est le serveur que vous installez. Donc c'est une image réelle, attention. Là, si vous l'installez sur une vraie machine, vous aurez exactement la même chose. La machine virtuelle, la différence, c'est que c'est une machine qu'on installe sur une autre machine. Si on a beaucoup de RAM, sachez, si on a beaucoup de gigas de RAM, sachez que les entreprises utilisent des machines pour créer des serveurs. Ou alors, sur des serveurs, on peut mettre des machines virtuelles aussi. Tout se fait, et puis je vous rappelle qu'un serveur ce n'est qu'un ordinateur plus puissant qu'un ordinateur de bureau, mais ça reste un ordinateur, donc on peut faire beaucoup de choses avec. Et bien sûr, je parle beaucoup, mais je continue sur mon serveur 2008, donc je reste en français, j'appuie sur suivant, installer maintenant. En théorie, il devrait nous proposer plusieurs versions différentes, enfin du moins différentes versions. On va le laisser mouliner un petit peu, démarrage du programme d'installation. On va attendre un petit peu. J'espère que vous êtes patient. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en informatique, faut être patient. Allez, qu'est-ce que je prends? Je vous explique pas le reste. Aujourd'hui, je suis pas là pour ça aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo, j'expliquerai en détail. Donc j'utilise le serveur 2008 R2 standard, installation complète. Minimale, c'est si vous aimez les lignes de programmation. Si vous voulez taper les lignes de programmation, il n'y a aucun problème.
Faut juste aller utiliser des lignes de programmation. Vous serez en PowerShell, donc un joli coquillage. Hein. Mais là, nous, on a besoin d'avoir une interface sur laquelle on peut travailler aisément. Donc, on va appuyer sur suivant. J'accepte les termes du contrat de licence. Je vais sur ici vérifier que j'ai bien toujours. Donc, vous avez vu, j'ai pris le dossier du bas. J'ai bien 25 Go d'utiliser sur le disque dur. Je fais suivant. En théorie, voilà. Nous sommes à la copie des fichiers de Windows. Là, on est à 100%. Là, il va très vite pour la première fois. Là, il va mettre à peu près 20-25 minutes avant de finir complètement son installation. Je mets sur pause un petit peu, vous laissez, vous allez boire un petit café, quelque chose, un thé, un café, vous allez prendre quelque chose à manger. Ouais, il nous restera 10 minutes après par la suite. Donc là, on va laisser mouliner. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Merci. Bien, et ben voilà, c'est pratiquement fini. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer quand même le mot de passe, parce que démarrage, le serveur va vous demander un mot de passe. Donc on arrive sur cette page, on fait OK bien sûr, nouveau mot de passe. Alors personnellement j'ai choisi un mot de passe très simple. Ça ne sert à rien de compliquer W12 42 50. Ça ne sert à rien de faire des choses comme ça. Ayez un mot de passe que vous utiliserez. C'est provisoire, donc au mieux vous mettez un petit mot de passe, même 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe, mais de manière à être, voilà, quelque chose qui vous rappelle. Hein. N'allez pas le marquer non plus sur tous les murs de votre maison ou sur l'ordinateur. Un mot de passe tout simple à retrouver. Moi personnellement, j'utilise password 34 avec le P en majuscule. Voilà, tout simplement parce que Microsoft aime bien avoir une lettre en majuscule, avoir des lettres classiques et puis d'avoir des chiffres derrière. C'est parfait, c'est un petit mélange. Voilà, donc je vais taper password 34 avec le P majuscule. Voilà. Je recommence l'opération. Password 34. Ouais, c'est vous tout. C'est simple, voilà, tout simple. Et vous appuyez sur Entrée. Voilà, votre mot de passe a été changé. Maintenant, on va ouvrir le serveur. Et puis, normalement, je devrais arriver sur mon bureau tranquillement. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Et oui, on va regarder, tout simplement. Donc, vous avez vu qu'on est bien sur la même date. Hein, il est 16h55, c'est bien le même PC, donc il n'y a pas de souci. On est samedi 9 mai. Moi, j'ai bien samedi 9 mai. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Je vérifie que tout va bien. Donc jusque-là, tout va bien. On a activé la mise à jour et l'envoi de rapports automatiques. Alors, quelque chose à faire quand on a un serveur, quand on met en place un serveur, même si c'est virtuel, peu importe, mettre toujours l'OS à jour. Donc n'hésitez pas à mettre à jour. Je sais, ça va prendre énormément de temps. Parfois vous avez plus de 300 ou 180, entre 180 et 300, pardon. Entre 180 et 300 mises à jour, dossiers qui vont se mettre à jour. Faites-le, ça peut durer une nuit, c'est pas grave, vous laissez tourner l'ordinateur, vous dormez, donc il n'y a aucun problème. Hein. Donc surtout, faites-le. Donc téléchargez et installez les mises à jour ici. Activez la mise à jour et l'envoi de rapports automatiques, pourquoi pas. Voilà, bon. J'aurais quand même quelque chose à vouloir faire, c'est, je vais fermer d'abord cette première fenêtre. Et puis, comme il n'a pas de numéro, comme il n'a pas de, il n'a pas d'adresse IP, on va lui donner une adresse IP. Hein. Donc, je vais fermer ici, je vais rentrer ici, voilà, tout en fait en bas. Pas d'accès Internet, pas encore. J'ouvre le centre réseau et partage. Je vais modifier les paramètres de la carte. Connexion au réseau local. Ok. Je vais regarder quand même en détail, mais je crois que voilà, vous avez un 169.254.39.174. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle une adresse APIPA. APIPA, pourquoi? Parce que vous avez un DHCP qui est bien activé ici. C'est un activé automatiquement. Pourquoi une adresse APIPA? Parce qu'en fait, il n'arrive pas à joindre de DHCP. C'est normal, vous n'avez toujours pas de DHCP encore.
Donc ce qui est tout à fait normal. Mais là on va changer, on va le faire manuellement. Donc on va fermer. Voilà. Ensuite nous allons dans propriétés. TCP/IP, la V4, hein, puisque c'est la version 4. Vous voyez, obtenir une adresse IP automatiquement. Donc c'est bien parce que le DHCP était activé alors que je n'ai pas de DHCP. Donc je vais utiliser l'adresse IP suivante. Je coche. Alors pour faire simple, je vais faire 192.168.1.254, hein, je crois. Pardon, excusez-moi. Je vais prendre une adresse 1.200. Le masque sous réseau, vous le connaissez, 255.255.255.0. Donc là, on est bien en classe C. Et bien sûr, je vais lui donner l'adresse de passerelle de ma passerelle. Et ma passerelle, c'est mon routeur. Donc mon routeur, c'est ma box. Je la connais par cœur. Je peux très bien aller la chercher chez moi ici. Je peux très bien chercher l'adresse. Je vais pas le faire, je vais pas perdre de temps. Je la connais par cœur. C'est 192.168.1.254. C'est ma dernière adresse. Et puis je vais lui donner quand même un accès à Google, un DNS préféré. Pour l'instant, je n'ai pas de DNS. Je vais faire 8.0.8.8.8. C'est Google, il n'y a aucun problème. Et vous faites OK. Ou vous validez les paramètres en quittant, ou vous faites OK. Moi, je dis OK, c'est la même chose. OK, OK, et vous fermez. Bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, on va voir si on est bien connecté entre la machine ici, hein, de cette machine, et ma machine. Donc on va voir si on peut communiquer ensemble. Pour ce fait, on va utiliser le ping, hein, tout simplement. Donc on est sur cette machine, on fait la fenêtre R, voilà, CMD en invité de commande, qui est la commande DOS. Je fais entrée, écran noir, hein, user administrateur, on est bien sur notre serveur ici, hein. Donc je fais ping, ma machine 192.168.1.45, c'est ma machine réelle, hein. Je vais voir si j'arrive à pinguer. TTL 128, on l'a vu déjà, effectivement ça fonctionne très bien. Donc j'arrive à communiquer entre ma machine personnelle, ou ma machine physique, et ma machine virtuelle. Regardez bien, paquet envoyé 4, reçu 4, perdu 0. On a bien effectué un ping. Pour faire, hop, je vais aller sur ma machine ici, et je vais faire pareil, hein, voilà, on est sur cette machine. Je vais faire fenêtre Windows R, voilà, CMD, je fais entrée, et là vous voyez que c'est ma machine personnelle. Je vais lui demander un ping -2, hein, c'est moi, hein, 2.0, ping sur la 192.168.1.200, rappelez-vous. Ah oui, je ne l'ai pas parce qu'il faut, à chaque fois il faut verrouiller les numéros. Je recommence, excusez-moi. Hein. Ping 192.168.1.200. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Je fais entrer. Et normalement, je devrais... Et non, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je n'arrive pas en fait à communiquer avec ma machine. Ma machine arrive à communiquer, ma machine virtuelle arrive à communiquer avec ma machine réelle, mais je vais vous expliquer pourquoi je n'arrive pas à me connecter. C'est très simple. Il va falloir faire une manipulation, donc je vais mettre de côté. Voilà, je vais mettre ici. Il va falloir faire une petite manipulation qui n'est pas très compliquée, il faut juste lui modifier le pare-feu. Ouais, il faut enlever le pare-feu. Donc je vais dans pare-feu, hein. Donc pare-feu Windows. Ici, je suis en un réseau domestique ou entreprise et réseau public. Activer, désactiver le pare-feu Windows. Donc je vais rentrer là-dedans. Alors généralement, on ne désactive jamais le paramètre sur le réseau public. Là, on est en privé, on est chez nous, donc on peut le désactiver, il n'y a aucun problème. Ensuite, je vais vous expliquer quelque chose. Vous verrez que c'est très très simple. Donc, j'ai bien désactivé le pare-feu de Windows. C'est non recommandé, mais faites-le. Je vous expliquerai après pourquoi. Je fais OK. Bandeau rouge ici, bandeau vert en bas. Il n'y a pas de souci. Je reprends ici ma commande, hein, sur ma machine réelle. Je reprends les commandes, je tape entrée. Et si tout va bien,
ça devrait fonctionner. Et ça ne veut pas fonctionner? Non, pas encore. Aïe, aïe, aïe. Vous allez me dire que, monsieur, vous êtes trompé. Effectivement, j'ai dû oublier quelque chose. Bon, c'est pas grave, hein. On va reprendre ça plus tard. Hein. Bon, mais je reprends, je vais arrêter, voilà, et je reprends. Bien, mais je reprends un petit peu parce qu'effectivement j'ai fait une erreur, je me suis trompé sur une commande, c'est pas très grave, hein. L'avantage d'avoir des machines virtuelles, c'est qu'on fait ce qu'on veut, on se trompe, on efface, on recommence, il n'y a aucun problème. En fait, il faut juste que je modifie quelque chose dans mon pare-feu. Donc je l'ai modifié une première fois, mais il va falloir que je modifie les deux, que ce soit public ou privé, il me faut désactiver le pare-feu complet de Windows. De toute façon, c'est pas gênant parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous allez ici, vous voyez, tout à l'heure j'avais laissé ici activer le pare-feu Windows en réseau public. En domestique, je l'avais supprimé, mais en réseau public, il me faut l'enlever aussi. Donc désactiver le pare-feu Windows. OK. Et là, on va reprendre notre machine. Hein. Là, je suis sur ma machine. On va reprendre complètement. Je ferme cet onglet ici. Je peux fermer aussi. Voilà. Encore. Voilà. J'ai tout fermé. Je retourne sur ma machine réelle. Donc, non, là, je suis sur machine virtuelle. Hop, il fallait cliquer ici. Voilà. CMD. Allez. Je retape mon ping pour rejoindre ma machine virtuelle 192.168.1.200 et la magie devrait opérer. Oui, TTL 128, vous voyez, ça va très vite, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. J'ai bien envoyé 4 paquets, j'en ai reçu 4 et j'en ai perdu 0. Alors qu'est-ce que je voulais vous expliquer concernant le pare-feu? Il faut que je vous explique quand même quelque chose sur le pare-feu de Windows. Sur un serveur, on ne met jamais les pare-feux pour la simple et bonne raison que le serveur ne doit jamais être raccordé à Internet. Pour quelle raison? C'est facile, puisque le cœur d'une entreprise, c'est le serveur. Et le serveur contient énormément d'informations concernant l'entreprise. Il peut y avoir des fichiers, des dossiers assez sensibles. Et certains voleurs, hackers, pour ne nommer qu'eux, ont envie de rentrer dans les serveurs pour aller chercher des informations, pour monnayer des informations. Donc un serveur, rappelez-vous, un serveur ne va jamais sur Internet. Au même titre, on ne travaille jamais sur son serveur directement. En théorie, on devrait mettre le serveur en accès bureau à distance. Voilà. En principe, un serveur, on ne doit pas y travailler dessus. On accède par un bureau à distance. On va pas le faire ici dans cette vidéo-là parce que bon, il y a beaucoup de choses à faire. Par la suite, effectivement, je vais mettre en place un accès à distance sur le serveur. Pour ça, je vais faire différemment. J'ai une autre machine. Cette machine, je vais l'équiper en serveur 2008 et je vais la joindre à distance. Je vais essayer de m'arranger, de traficoter un petit peu avec les vidéos pour avoir une vidéo de chaque. D'un côté le serveur, de l'autre côté ma machine réelle. Et je vais essayer de mouliner tout ça de manière à vous montrer quelques astuces sur les serveurs. Notamment cette astuce dans le fait qu'il faut joindre toujours, mais ça c'est impératif, un serveur doit être toujours connecté sur le réseau, jamais sur Internet, il ne doit jamais aller sur Internet, sauf mise à jour. Voilà, on fait la mise à jour, c'est facile, on va dans le pare-feu, on remet le pare-feu correctement, on fait une mise à jour complète, on enlève le pare-feu, et ensuite on s'enlève on s'enlève d'Internet, donc on n'y accède plus, et puis on empêche les personnes d'accéder sur ce serveur. En tout cas, ce serveur-là, il y aura d'autres serveurs qu'on pourra mettre en place, un serveur de fichiers. Lui, on va le mettre différemment, puisque lui, on le mettra sur notre routeur dans une zone qu'on appelle démilitarisée. Pourquoi démilitarisée? C'est un peu ce que j'aime bien expliquer aux élèves, c'est que il fait partie du réseau, mais on ne peut pas le joindre depuis le réseau, et lui ne peut pas joindre le réseau. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais je vous l'expliquerai quand je créerai cette partie. Vous voyez, il y a beaucoup de parties que je vais créer parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire.
et voilà, ce serait très intéressant de le faire. Donc je vais continuer, enfin je vais finir ici cette vidéo et je vais en refaire une autre. On va mettre le premier rôle sur notre machine qui est l'Active Directory. Donc c'est ouais, je vous expliquerai ce qu'est l'Active Directory, à quoi sert l'Active Directory et surtout comment vraiment mettre une bonne Active Directory en place et comment s'organise un petit peu tout ça. Voilà, ça fera une belle vidéo pour la prochaine fois. Je pense qu'elle va peut-être durer 30-40 minutes. Ça fait rien, vous irez prendre une pause, vous aurez le droit d'aller vous faire une pause. L'avantage d'avoir des tutoriels, c'est qu'on peut arrêter la machine et reprendre quand on veut. Voilà, merci de m'avoir écouté. Mais écoutez, je vous dis une prochaine fois. Allez, à ciao!